Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review sur cette imprimante, la FLSun Super Racer, qui m'a été envoyée par FLSun France, que je remercie. C'est ma première imprimante Delta, et quelle imprimante! Vous allez voir, cette imprimante est hyper rapide. Alors c'est pas aujourd'hui la plus rapide du marché, mais en tout cas c'est une imprimante qui est hyper rapide et qui a une qualité d'impression qui est vraiment bonne. Comme d'habitude, la vidéo va se passer en plusieurs étapes. La première, je vais vous faire un petit unboxing rapide, vous montrer ce qu'il y a dans le carton et qui est fourni avec l'imprimante. On va passer ensuite sur le montage qui, vous allez voir, est aussi rapide. En une demi-heure, vous allez pouvoir commencer à utiliser l'imprimante. On va faire ensuite un tour du propriétaire. Je vais vous montrer comment elle est conçue et de quoi elle est composée. Et pour finir, on regardera les résultats d'impression de cette imprimante. Alors certains d'entre vous les ont déjà vus puisque je les ai postés sur Instagram, TikTok et puis j'ai fait aussi quelques shorts sur YouTube. Allez, je ne vais pas m'étaler plus que ça, on passe à la suite. Pour commencer, on peut noter le soin avec lequel FLSun a emballé cette machine, mousse de calage, plastique qui recouvre, et puis sur plusieurs étages avec un premier où on retrouve les profilés et puis différents accessoires, et un deuxième étage où on retrouvera la base et la partie supérieure avec la carte mère. Sur les profilés aluminium, on retrouvera donc les moteurs des axes montés sur des absorbeurs de vibration en liège et puis des rails linéaires qui vont permettre d'avoir une grande précision dans les déplacements. On peut apercevoir ce petit ergot qui servira pour les end-stop qui sont des end-stop optiques. On aura aussi un extrudeur dual drive, donc avec un embout pneu fit en métal, ce qui est assez rare. Et puis les bras qui sont eux en carbone, ce qui est un gage de grande qualité et de solidité. On retrouvera bien sûr le cordon d'alimentation et le cordon USB, la base avec un plateau de type Ultra Base, et puis avec un petit tiroir qui permettra de ranger des outils, et puis le capteur d'auto-nivellement. Un petit aimant pour l'écran. Avec, on a quelques accessoires de livret, quelques outils, toute la visserie pour monter la machine, des clés Allen, des tournevis, une pince coupante. Et puis on a aussi une tête d'impression, enfin un bloc de chauffe de type Volcano en pièces détachées. On retrouvera le manuel, une petite bobine de 250 grammes, et puis d'autres outils et accessoires pour la maintenance. Ensuite, on a donc la tête d'impression avec le capteur d'auto-nivellement qui vient s'aimanter sur la tête. Et une fois qu'on a fait le nivellement, on le retire et on le range dans sa petite boîte. On a ensuite l'écran raccordé sur la partie supérieure dans laquelle on va trouver la carte mère. Donc on peut déjà voir que les axes sont repérés pour le câblage et on aperçoit les petits end-stop qui sont au nombre de 3 qui sont des end-stop optiques. Donc silencieux et puis plus réactifs que des end-stop mécaniques et surtout qui auront moins tendance à s'user. Petit disclaimer, quand vous faites du montage vidéo, pensez bien à faire une double sauvegarde de vos fichiers, ce que j'ai pas fait, ce qui est une grave erreur, puisque j'ai perdu une grande partie du montage en face caméra, donc voilà, je vais faire la suite de cette vidéo avec les rushs qui me restent et que je peux exploiter. Avant de commencer, vous pouvez sortir les vis et les trier par taille, ça vous permettra de gagner du temps. Ensuite, vous prenez le premier côté, vous regardez le moteur qui est repéré et vous prenez donc le profilé avec le moteur correspondant. Vous raccordez le moteur et puis vous n'avez plus qu'à mettre les 4 vis qui vont fixer le montant sur la base. Et puis pour que ce soit plus simple à visser, je vous invite à le mettre sur le bord de la table, ça vous permettra d'avoir un meilleur accès avec votre clé Allen ou votre tournevis. Vous faites ensuite la même chose avec les deux autres pieds, en repérant toujours bien le bon moteur. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez mettre donc la partie basse, puisque là la machine était à l'envers. Et puis répéter l'opération. Vous ferez attention parce que j'ai serré un peu trop les deux premiers et du coup je me retrouve avec un écart. Donc il faut bien serrer progressivement les 3 montants et puis vous finirez le vissage en vissant en quinconce, c'est-à-dire une vis sur 2 par la diagonale. Vous verrez, tout est bien expliqué dans le manuel. Si vous suivez le manuel, vous ne pouvez pas vous tromper et ça pourra que bien se passer. Vous allez pouvoir ensuite mettre en place les bras. Alors attention, il y a une noisette de graisse à l'intérieur, surtout ne l'essuyez pas. Vous mettrez les 3 bras sur les montants et puis ensuite vous raccorderez les bras sur la tête. Ensuite, on va raccorder le connecteur qui va permettre d'alimenter la carte mère et puis de commander le plateau chauffant et d'avoir la sonde de température.
Et ensuite, on va pouvoir connecter la tête. Et puis c'est simple, hein, les connecteurs sont de couleur rouge sur rouge, jaune sur jaune, blanc sur blanc et noir sur noir. Il restera un dernier connecteur qui est celui du capteur d'auto-nivellement qui se retire après avoir fait le nivellement. Puis après avoir installé à l'aide de 2 vis votre support d'extrudeur, vous pourrez câbler votre détecteur de fin de filament et l'extrudeur. On assemble ensuite le support de bobine qu'on va positionner sur le dessus. Alors c'est pas le meilleur support de bobine que j'ai pu avoir, mais en tout cas ça fait le taf. Je sais déjà par quoi je vais le remplacer. Comme vous avez pu voir dans les images précédentes, cette imprimante est vraiment facile à monter. Alors il y a beaucoup de vis, hein, il y en a une trentaine parce que chaque montant a déjà 8 vis, 4 en dessous et 4 au-dessus. Mais c'est relativement simple à faire et c'est aussi très rapide. Vous allez pouvoir utiliser cette imprimante rapidement. Le plus bluffant sur le montage de cette imprimante, c'est sa solidité. On a des profilés qui ont été conçus par FLSun qui lui confèrent vraiment une très grande stabilité et quand on imprime avec, elle ne bouge pas d'un pet. Voilà, il y a beaucoup d'imprimantes qui se mettent à vibrer et puis à bouger dans tous les sens quand elles impriment à haute vitesse. C'est pas le cas pour la FLSun Super Racer. On va maintenant passer aux équipements de cette imprimante. Alors, comme je l'ai dit précédemment, elle est équipée de rails linéaires qui sont logés à l'intérieur des profils aluminium. Et ça, je trouve que c'est un grand pas en termes de qualité. Ça va apporter de la précision et surtout, vous n'aurez quasiment pas de réglage à faire puisque il n'y a pas de V-slot à régler et puis, il y aura juste la tension de la courroie. Pour ma part, elles sont arrivées déjà bien tendues, donc j'ai rien eu à faire sur les différents axes de cette imprimante. Et ça, c'est plutôt appréciable, ça va permettre de l'utiliser très rapidement. Au niveau de la surface d'impression, on a un plateau donc circulaire qui fait un diamètre de 260 mm sur une hauteur de 330 mm d'impression. Le plateau est un plateau chauffant équipé d'un verre micro texturé. Alors c'est pas ce que je préfère, mais bon, il est là. L'avantage c'est que ce plateau est fixe, qu'il n'a pas besoin d'être réglé, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à régler la planéité du plateau. Il est déjà censé être plat, et puis l'auto-level derrière va faire le reste du boulot, donc c'est encore un réglage que vous n'aurez pas à faire. Si vous êtes débutant, je pense que c'est une très bonne chose. Au niveau de l'interface, on a une interface tactile avec un écran de type capacitif. Vous ne pourrez pas l'utiliser au stylet, mais simplement au doigt. Et puis l'avantage, c'est qu'il est monté sur un câble à ressort. Vous pouvez la prendre à la main, c'est plus facile. Enfin, en tout cas, c'est très ergonomique. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie sur cette imprimante aussi. Donc, concernant l'interface tactile, hein, on le voit qu'elle est très épurée, assez simple. On voit la température de la buse, la température du plateau, le nombre d'heures de fonctionnement depuis le début. On a une touche impression avec tous les fichiers. On a une touche ensemble. Alors ça, c'est une mauvaise traduction, hein, mais bon, ce sont quelques paramètres. Donc, éteindre les moteurs, régler la ventilation, et puis restaurer les réglages par défaut. On a dans la partie outils la préchauffe, l'extrudeur pour pouvoir extruder du filament une fois que la machine est chaude, pour pouvoir purger votre buse par exemple. On a une touche déplacer, qui permet de déplacer les différents axes, donc en 0,1, en 1 ou en 10 mm. Donc vous avez la touche étalonnage qui va permettre de faire l'auto-nivellement de votre machine. Et vous avez une petite alerte avant de le faire pour vous dire attention à bien câbler votre détecteur de nivelage. Moi maintenant il n'y est pas, donc je ne vais pas le refaire. Et une fois que ce sera fait, vous n'avez plus qu'à déplacer votre Z sur 0 et puis à régler avec une feuille de papier la distance de votre buse avec le plateau. Vous avez une touche pour pouvoir changer, charger ou décharger le filament. Alors ce qui est bien, c'est que la distance préréglée est très grande, ce qui fait que vous avez plus qu'à insérer le filament et puis dès que ça coule, vous l'arrêtez vous-même. Vous n'avez pas à attendre qu'il est terminé. Ça laisse plus de marge et puis on a la langue qui peut se régler. Donc forcément, je l'ai mise en français. Cet écran est relié à une carte mère MKS Robin Nano V3. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas, V3. Qui a la particularité d'avoir un slot micro SD et d'avoir un slot USB. Alors, petit problème qui n'est pas lié à FLSun, mais qui est plutôt lié à MakerBase sur ce coup-là, c'est que vous ne pourrez pas utiliser les deux. C'est soit vous avez un firmware micro SD, soit vous avez un firmware USB. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que MakerBase m'avait envoyé la Robin Nano V3 pour que je puisse faire une review sur la chaîne. J'avais déjà eu ce même problème de ne pas pouvoir utiliser les deux interfaces en même temps. Et du coup, j'avais pas fait la review parce que je trouvais que c'était, ça apportait pas de plus par rapport
à la Robin Nano V1.2 ou V2. Voilà, peut-être qu'ils régleront ça, mais en tout cas ça fonctionne sur les cartes Big3Tech, alors je comprends pas pourquoi aujourd'hui MakerBase n'arrive pas à faire fonctionner les deux interfaces en même temps. Peut-être qu'une prochaine mise à jour du firmware permettra de le faire. Au niveau des drivers, sur cette carte mère, on retrouvera des drivers TMC 2209 qui sont des drivers précis et silencieux, et ça s'entend quand on écoute la machine fonctionner. On est environ à 50 dB et la majorité du bruit qui est généré par cette imprimante n'est pas lié au déplacement des axes, mais est lié à la ventilation, puisqu'on a une ventilation 24 volts, à peu près 300 watts, qui va notamment alimenter le plateau chauffant qui est en 24 volts, et ce type de ventilation qui est un peu grosse sont ventilés, et c'est ce qui génère la majorité du bruit de fonctionnement de cette imprimante. Alors, avec un plateau en 230 volts, ils auraient pu s'affranchir de ça. C'est un choix technologique de FLSUN, voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de ce plateau chauffant, j'ai fait une petite vidéo à la caméra thermique et on peut voir que la chauffe est relativement homogène. Pour une température de 60 degrés, vous serez un poil en dessous, environ 50-55 degrés, avec 3-4 degrés de décalage sur les côtés. Donc si vous mettez une température de plateau à 60, vous êtes sûr d'atteindre au moins les 50 degrés, ce qui est bien pour du PLA. Elle est équipée d'une tête d'impression de type Volcano, double refroidissement sur chaque côté pour refroidir l'impression. Donc c'est essentiel hein, quand on a une machine qui monte à 200 mm par seconde en impression, et ben il faut super bien refroidir la pièce si on veut pouvoir imprimer correctement. Comme vous pouvez le voir, cette machine est équipée d'un extrudeur de type Bowden en dual drive, donc c'est pour moi aujourd'hui un des meilleurs extrudeurs qu'on retrouve sur les machines en Bowden. J'ai pas essayé de faire du filament flexible avec, mais je pense qu'elle devrait s'en sortir. Elle est aussi équipée d'un détecteur de fin de filament qui pourra sauver vos impressions si jamais vous tombez à court de filament sur votre bobine. J'ai fait le test que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai commencé à imprimer ce Benchy en gris. J'ai fini par l'imprimer en filament skin de chez Wanao. Et puis elle est aussi capable de reprendre l'impression après coupure de courant. Ce que j'ai fait aussi, alors je vous le montre ici. Vous allez voir le petit blob, c'est à l'endroit où ça s'est arrêté. Mais vous le verrez mieux sur l'autre vidéo. Et puis autre point notable sur cette imprimante, elle est équipée de butées fin de course, donc les end-stop, photoélectriques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact mécanique qui risque de s'user dans le temps ou d'être un peu moins précis. En fait, on a une barrière photoélectrique, et puis lorsque l'axe monte, on a une petite languette qui passe devant. C'est plus précis, donc comme je disais, et puis bah oui, il y a moins de risques de panne et d'imprécision, et donc vous aurez aussi probablement moins de maintenance. Et puis dernier point, elle est équipée de bras en carbone, donc qui vont être très solides et qui ne devraient pas s'user dans le temps en tout cas. Pensez bien à graisser régulièrement les rotules sur les bras, donc que ce soit au niveau de la tête ou au niveau des montants, pour pouvoir bien les lubrifier et que les rotules ne s'usent pas trop vite. Voilà, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que j'ai vraiment apprécié tester cette machine et qu'elle est d'une efficacité redoutable pour un prix vraiment très attractif. Aujourd'hui, à 375 €, vous avez une machine qui est utilisable quasiment aussitôt après l'avoir montée. Il y a très peu de réglages, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, elle est arrivée, enfin, aujourd'hui, j'ai fait aucun réglage dessus. Je l'ai utilisée directement après l'avoir montée. Et puis, enfin, je suis vraiment bluffé de la qualité d'impression qu'on a, de la stabilité de la machine, et surtout à des vitesses pouvant aller jusqu'à 200 mm par seconde. Donc moi je ne l'ai pas utilisé à 200 mm par seconde, je ne l'ai pas poussé à son maximum, je l'ai utilisé avec le paramètre par défaut sur Cura, sur son profil.
Effelson a fait le choix de mettre un profil par défaut à 175 mm par seconde, et c'est déjà 3 fois supérieur à ce que je peux utiliser sur une imprimante cartésienne. Donc on a un gain de temps qui est quand même considérable, et puis pour une impression qui est vraiment de très bonne qualité. Je regrette de ne pas avoir pu la tester avant, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être l'imprimante que je vais probablement utiliser le plus, parce que sa qualité d'impression est bonne, et surtout sa vitesse d'impression est 3 fois plus rapide, ce qui fait que je peux sortir des pièces, des prototypes, des tests de manière accélérée. Si j'avais quelques remarques d'amélioration à faire cette machine, alors je l'ai fait peut-être un peu tard, puisqu'il y a la V400 qui est sortie depuis, et Effelson a l'air d'avoir pris en compte les remarques qui ont été faites et a encore amélioré la machine. Je vous cache pas que j'ai hâte de pouvoir tester cette Effelson V400, qui est encore 2 fois plus rapide, et sur laquelle ils ont aussi intégré Clipper, qui permet vraiment d'imprimer très rapidement et d'avoir une visu du fonctionnement de la machine encore plus complet. Je m'y suis pas encore attelé à Clipper, mais ça fait vraiment envie quand on voit les résultats. Donc ce que je pourrais dire en tant qu'amélioration, c'est peut-être intégrer un Direct Drive. Ça a été fait sur la V400. J'émets quelques doutes sur la précision du capteur d'auto-nivellement. Donc capteur d'auto-nivellement qui est rangé dans sa boîte, qui vient s'aimanter quand on fait le nivelage plateau sur la tête, et puis qu'on vient câbler sur le câble en attente. Et puis quand on a terminé, on le retire et on le range dans la boîte. Donc ça, c'est cool, cette petite boîte là qui permet de ranger et le capteur d'auto-nivellement et des outils. Le support bobine, voilà, il fait le job. Je le trouve pas forcément top. Je suis pas sûr que toutes les bobines passent. En tout cas, celle de Wanao passe, c'est sûr. Celle de Tizix aussi, c'en est une là. Je pense que je vais rapidement mettre mon support de bobine dessus, puisque j'ai déjà préparé le montage. Voilà, je vous remettrai un lien vers mon support de bobine, et puis un lien vers ce support en acier. Je pense que vous pouvez le trouver sur AliExpress. Moi, c'est celui de Wanao, du support de bobine monté sur roulement. Et puis, dernier point, alors c'est pas vraiment, je vous ai dit que tout à l'heure c'était une tête Volcano, c'est pas vraiment une Volcano, c'est une type Volcano, donc un corps de chauffe sur la longueur avec une grande buse. J'ai l'impression que le bloc de chauffe a un volume inférieur à celui de la Volcano, ce qui fait que le maintien en température est peut-être un peu moins bon. Et puis surtout, l'emplacement de la sonde, je le trouve pas très pertinent. Donc une vraie buse Volcano donnerait peut-être des résultats encore meilleurs, mais ce qui est déjà, c'est déjà très bien ce qu'elle fait. Et puis le refroidissement sur les deux côtés, c'est très bien, mais j'ai l'impression que le flux est un peu haut. Alors je vais regarder si je peux pas modéliser des nouveaux fan ducts qui orientent le flux un peu plus bas. Mais bon, aujourd'hui, à 175 mm par seconde, le résultat est déjà très bon. C'est vraiment du pinaillement, hein, parce que aujourd'hui, je pense que la plupart des améliorations, des pistes d'amélioration que je peux donner là, Effelson les a déjà réglées. Si un dernier point que j'ai oublié, c'est le plateau en verre micro-texturé, je suis pas hyper fan, déjà parce qu'il faut attendre que le plateau refroidisse pour pouvoir retirer votre pièce. Et alors il existe des plateaux en PEI, mais alors, je crois qu'aujourd'hui ça coûte encore à peu près 50 €. Je trouve que c'est assez cher pour ce type de plateau. Mais voilà, il a été aussi upgradé sur la V400 qui aujourd'hui est équipée d'un plateau magnétique amovible en PEI. En tout cas, si je devais résumer une chose sur cette imprimante, franchement, déjà bravo Effelson pour le travail que vous avez fait. Cette machine est robuste, relativement silencieuse, très rapide et avec une qualité d'impression qui est bonne. Tout ça pour un prix aujourd'hui à moins de 400 €. Mais je pense que c'est une des meilleures imprimantes en tout cas que j'ai pu tester cette année. Et si vous êtes débutant, que vous avez un budget de 400 €, et ben je vous invite à tester cette imprimante, et je pense que vous ne serez pas déçus. Maintenant que j'ai fait le tour des équipements de cette imprimante, on va parler de la qualité d'impression pour finir cette vidéo. Vous allez voir qu'elle est plutôt bonne, elle est même très bonne dans certaines conditions. Alors ça, c'est la première pièce que j'ai imprimée, c'est la pièce de test qui se trouve sur la carte micro SD. Donc c'est une vis et un écrou avec une partie molletée. Donc on voit, donc ils ont dû mettre un peu de jeu dans la pièce, mais on voit que ça se visse et ça se dévisse très bien, que la qualité d'impression est vraiment bonne. Donc là pareil, hein, la machine elle a imprimé à 175 mm par seconde. Le Benchy à 175 mm par seconde. Donc on voit qu'il a quelques défauts, mais bon, à cette vitesse là, c'est pas étonnant. À une vitesse normale, ce sera forcément mieux.
Le deuxième Benchy sur lequel j'ai fait une reprise après coupure de fin de filament. Donc la jointure elle est propre, c'est nickel. Et puis une reprise, donc là c'est le bloc parce que je l'ai arrêté juste là. Une reprise après coupure de courant et on voit que à part le blob là parce que la buse s'est arrêtée sur le bord, et ben on ne distingue aucune jonction entre les deux. J'ai imprimé aussi un torture test qui est très bien sorti en filament skin de chez Wanao. La première couche est super. Alors vous inquiétez pas si vous voyez pas très bien, là je vous explique, mais je vous montre à la fin de la vidéo sur plateau tournant la qualité des impressions. Et donc là on peut voir au niveau des overhangs, elle décroche à 60 degrés. C'est là où je vous disais que peut-être on peut faire un peu mieux au niveau des overhangs, mais c'est déjà top. Les cylindres sont des cylindres, hein, ils ne sont pas déformés. Voilà. On arrive à distinguer l'écriture. Bon, franchement, on est sur la même qualité qu'une imprimante qui aurait imprimé à 50 ou 60 mm par seconde, alors qu'elle l'a imprimé en 175 mm par seconde. Alors 175 mm par seconde, c'est les vitesses de déplacement de remplissage. La vitesse est divisée par 2 sur les cloisons extérieures. Alors ceux qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, vous avez dû voir cette main qui est la main de la chose dans la famille Adams, que j'ai imprimé avec et que j'avais posté. Donc là j'ai imprimé à 75 mm par seconde, hein, qui est déjà supérieur à ce que je fais habituellement. Et on voit que la qualité est plutôt bonne. Là c'est peut-être un peu moins beau ici, mais j'ai aussi, c'est un peu moi qui ai merdé. En fait j'ai pas aligné ma jointure, ce qui fait que la jointure elle s'est faite à plusieurs endroits et puis ce qui peut créer ce type de décalage. Mais franchement, pour une machine qui est imprimée à cette vitesse-là, c'est plutôt pas mal. Et puis dernière pièce, celle que j'adore, imprimée avec du PLA TISX inox. D'ailleurs, je remercie encore une fois TISX de me l'avoir envoyé. Je vous ferai bientôt une review sur le filament de chez TISX. Voilà, cette pièce, je la trouve magnifique. Donc là, on a la jointure. Voilà, et puis là il reste 2 pièces, alors je sais pas si ça a un intérêt, c'est des pièces qui ont été imprimées en 15 minutes, c'est pour faire une petite réglette aimantée pour mettre sur le dessus de l'imprimante pour pouvoir avoir un éclairage direct sur l'impression. Mais ça fera partie peut-être d'une vidéo si jamais vous le souhaitez, des upgrades. Voilà, j'ai pensé à l'éclairage, j'ai pensé au plateau chauffant, j'ai pensé peut-être à modifier le capteur d'auto-nivellement, et puis probablement la ventilation. Donc voilà, si jamais vous avez un intérêt pour ces modifications, et ben j'en ferai une vidéo dédiée. Voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires si jamais vous avez envie que cette vidéo sorte. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette imprimante qui pour moi a vraiment été un plaisir à tester. Je vous le rappelle, 375 € aujourd'hui chez FLSun France. Donc si jamais vous voulez une imprimante pour Noël qui fonctionne du premier coup, qui a très peu de réglages, qui va vite et qui imprime bien, eh ben, je pense que c'est un choix idéal pour démarrer l'impression 3D ou pour augmenter le nombre de machines dans son parc. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Vous pouvez lâcher un petit like, vous pouvez mettre aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo et ce que peut-être j'ai oublié de vous dire. Et puis bien sûr, vous abonner pour que je puisse continuer à tester des machines et puis avoir la confiance des fabricants pour qu'ils puissent me les envoyer pour faire ces reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.